Yo yo yo! Aujourd'hui on va parler d'un film que j'apprécie vraiment beaucoup, que je trouve sous-coté, tout comme son réal, et ce qui est complètement contradictoire d'ailleurs je trouve, parce que par rapport au film qu'il a fait, je trouve ça presque aberrant, mais on en reparlera juste après. Mais comme je dis maintenant au début à chaque fois, les pourquoi il faut regarder sont un format de vidéo qui est fait pour vous faire découvrir des films, comme vous faire redécouvrir des films d'ailleurs. On se permet parfois de spoil, mais très rarement, et si on le fait, on vous l'annonce avant, donc vous pouvez complètement arrêter la vidéo. Et si, même sans spoil, etc., ce que vous avez vu vous a suffi à vous convaincre ou pas de voir le film, vous avez juste à arrêter la vidéo et pas besoin d'aller au bout. Donc voilà, n'hésitez pas, et peut-être que ça va vous faire découvrir des films que vous n'aurez jamais découverts avant. Enfin bref, donc voilà, ça va être parti pour parler du 13e guerrier de John McTiernan, sorti en 1999. Et donc, comme d'habitude, petit résumé du film. Donc, c'est un poète qui se fait exiler par son calife. Il va tomber nez à nez avec un groupe de vikings. Ils vont passer la soirée avec eux. Et puis, en fait, une prophétie va s'annoncer. Dans cette prophétie, il va être le 13e guerrier tant attendu. Et donc, du coup, il va partir à l'aventure avec ses 12 autres guerriers vikings pour défendre un village. Maintenant, on va parler quand même du réal un peu avant de parler du film, comme d'habitude. Et John McTiernan, c'est vraiment quelqu'un, je trouve, de très, très intéressant. Moi, c'est personnellement un réalisateur que je porte pas mal dans mon cœur parce que c'est quelqu'un qui sait ce que c'est que la mise en scène et qui sait ce que c'est être réalisateur et raconter une histoire à travers son image et à travers sa mise en scène. Et ça se voit par rapport au film qu'il a fait de toute façon, parce qu'il a fait juste des dingueries. Donc son premier film c'est Nomads, mais déjà c'est surtout sur son deuxième film qui est Predator, celui avec Schwarzenegger, l'original, qui est une dinguerie et peut-être qu'un jour on en parlera. Et ensuite il va faire Die Hard, le premier, donc Piège de cristal, qui est aussi pareil un chef-d'œuvre du film d'action, et notamment Rollerball. Et d'ailleurs c'est hyper intéressant parce que le 13e guerrier du coup fait en 99, c'est avant Rollerball, donc c'est avant la catastrophe ultime, parce que McTiernan aussi, mine de rien, il est malheureusement connu pour être parti en tôle, parce que le FBI l'a épinglé, parce qu'un détective privé a mis sur écoute, alors qu'il n'avait pas le droit, des producteurs. D'ailleurs, même le 13e guerrier va pas trop déroger à cette règle-là, alors c'est pas non plus Rollerball, mais il y a aussi plein de problèmes en coulisses, dont je vais vous parler, parce qu'il y a aussi des choses dont McTiernan est très amer envers le film, des choses qu'on lui a obligé de mettre et qu'il aime pas et que moi je trouve finalement marche bien pour le film. Mais voilà, malheureusement c'est vrai que c'est pas un réalisateur qui a été très chanceux de ce côté-là. Et aussi, mine de rien, le 13e guerrier, c'est pas du tout un film qu'on cite quand on cite McTiernan en premier, parce que bon, en même temps, quand tu fais Die Hard 1, 3, Predator, Last Action Hero, À la poursuite d'Octobre Rouge, il y a honnêtement et objectivement plein de films qui passent avant, mais le 13e guerrier a quand même, je trouve que c'est un film sous-coté et qu'il y a des choses qui sont très intéressantes et dont on va y venir maintenant parce qu'on va commencer à pouvoir parler du film. Alors avant même de parler de mise en scène, de scénario, etc., j'ai envie de parler d'un truc qui m'a choqué quand j'ai revu le film, c'est à quel point c'est passé vite. Vraiment, j'ai l'impression que le film il a duré 10 minutes et cette sensation déjà, elle est assez incroyable parce que c'est un train de marchandises le film. Il fait du tout droit, il s'arrête pas, il t'emmène avec toi, t'es fini, t'as fait putain, merde là, le film est fini là. Et c'est incroyable comme sensation, surtout encore aujourd'hui, parce qu'on se tape des films d'action qui durent 2h30, qui sont longs pour rien. Là, il prend 1h45, c'est du tout droit, c'est du kiff. Il y a une histoire en plus, il y a un propos, il y a une mise en scène, il y a plein de choses. Et putain, ça suffit quoi, il n'y a pas besoin de rester 2h30 assis pour te raconter du vide. Du coup, je vais parler maintenant de la mise en scène, parce que c'est vrai que depuis le début de la vidéo, j'ai l'impression de parler que de ça dès que je parle de McTiernan, parce que je trouve qu'il respire la mise en scène et qu'il sait ce que c'est, comme je vous l'ai déjà dit. Et je vais vous prendre juste une scène en exemple. Et en fait, c'est une scène où il est avec les Vikings, donc la prophétie, comme je vous ai dit dans le résumé, elle est actée, sauf que lui, il parle pas nordique. D'ailleurs, ça, c'est aussi un truc que je trouve assez cool, même si c'est un film américain, hollywoodien, etc. McTiernan a essayé de pousser le fait qu'il y avait plein de langues étrangères. Il parle latin, au début il essaye de parler grec parce que forcément c'est des arabes et il parle avec des nordistes, ils ont pas la même langue. Comment faire pour communiquer? Ils parlent pas tous anglais et c'est pas magique. Donc du coup quand il part en quête avec les Vikings, ils parlent pas leur langue. Et il y a une scène qui est d'une efficacité où en fait juste par le montage et la mise en scène, il te montre le temps qui passe et il te montre comment Antonio Banderas, son personnage en tout cas, apprend la langue nordiste et du coup maintenant parle leur langue. C'est tellement efficace. Et là on va arriver d'ailleurs au premier point de discorde qu'il y a entre, on va dire, moi et McTiernan, entre sa vision du film et son aigreur et le fait qu'il soit amer par rapport à ça, c'est la violence du film. Parce que, alors oui, le film est violent, mais c'est pas non plus, je trouve, de la violence pour l'action. Et c'est ça qui est stylé. C'est-à-dire que la violence, elle est surtout là pour l'univers. Au final, les moments les plus gore, ce sont ceux qui te racontent l'univers pour t'expliquer que, en gros, les méchants là,
là, ce sont des brutes sanguinaires, et c'est tout. Et c'est vrai que même pendant les scènes d'action, les scènes de fight, on voit pas trop cette violence, elle est pas forcément là. Cette violence, elle est plus là après le fight. Et le film, sans jamais te prendre par la main, il te fait tout comprendre. C'est encore plus important d'ailleurs pour un film qui fait du tout droit. Faut que ce soit clair, net, précis, parce que sinon on n'a pas le temps. Et donc c'est justement là où je vais en venir sur le fait que pourquoi McTiernan avait un peu d'aigreur envers le film et avec les côtés un peu gore, parce qu'en fait il y a eu des galères sur ce sujet pendant la prod du film. Comme j'ai l'impression qu'il y en a tout le temps de toute façon à Hollywood, et il y en a plein qu'on voit pas d'ailleurs, ils veulent des films PG-13, donc interdits aux moins de 13 ans, et ça c'est toujours un problème à Hollywood. Donc en fait ça doit censé être un film interdit aux moins de 17 ans et pas interdit aux moins de 13 ans, mais ils te veulent quand même un film aux moins de 13 ans. Et ce qui explique McTiernan, ce qui est hyper intéressant, c'est que va faire un film interdit aux moins de 13 ans avec des épées. Avec un pistolet, tu tires, tu peux cacher le mec qui meurt. T'es pas obligé de le montrer. Mais là, t'es au corps à corps, l'épée, elle vient, elle tranche. Et McTiernan, du coup, n'a pas du tout été content de comment ça a été géré. Et le film devait aussi avoir le titre de son livre en PG-13, qui se dit Eater of the Dead. Et Eater of the Dead, on va dire, c'est les mangeurs de morts. Et donc, en gros, le truc, c'est que mangeurs de morts, c'est vrai que ça fait un peu film d'horreur. Et ça fait aussi, mine de rien, ils ont eu peur que ça fasse assez violent comme titre. Et que du coup, le film soit mal reçu. Alors, ils ont voulu rajouter ces scènes gore pour redonner un peu ce côté, ah, vous inquiétez pas, vous avez eu ce que vous vouliez, les spectateurs. C'est pour ça que McTiernan, il est pas fan de ça, c'est parce qu'on l'a rajouté pour un peu des mauvaises choses. Mais au final, ça se met plutôt très bien dans le film. Et c'est ça qui est très cool. Et dernier petit fun fact autour de la violence du film et des galères qu'il y a eu sur ça, parce que au-delà de vous raconter aussi le film, je trouve ça intéressant pour une fois de vous raconter aussi un peu les coulisses qu'il y a derrière les films, derrière Hollywood ou même les films en général, parce que faire un film, c'est une galère et ça prend des ampleurs qui sont pas possibles. Et en l'occurrence, en termes d'ampleur, Hollywood, c'est encore pire. Mais ça raconte aussi des problèmes de propos et que parfois, moi je trouve personnellement que c'est pas parce que le réalisateur est pas content de ça que c'est pas forcément bien pour un film. Ce que je voulais vous raconter, c'est que le producteur du film est aussi l'écrivain du livre. Ils se sont pas du tout entendus avec McTiernan. Et en fait, c'est l'écrivain, il était en train de tondre sa pelouse, littéralement. Il tondait sa pelouse et il y a son voisin qui est venu. Et tout ça, je le raconte des bonus des Blu-ray du 13e guerrier. Son voisin lui dit « Ouais, et tout, Eater of the Dead, nanani. » Et donc, du coup, l'auteur lui répond « Ouais, quel autre titre on pourrait choisir ?» Le 13e guerrier. Pourquoi le 13e guerrier ? Parce que le personnage de l'arabe, c'est le 13e guerrier. Ok, voilà. Fin de l'histoire. Donc comme quoi, on peut changer littéralement le parcours d'un film en tondant sa pelouse, parce que forcément, il n'aurait pas eu la même vie ou reçu de la même manière, même si je crois qu'il n'a pas eu été très bien reçu au début, en juste tendant sa pelouse et en juste en changeant son titre en fait. C'est vraiment ce genre de film que j'aime voir au cinéma, là où tu ressens ce que les personnages ressentent, les vrais décors, la boue, le sang, t'as l'impression de sentir tout ça et les décors sont magnifiques. La production design du film soutient tout ça. Le village a été créé de A à Z. Le village là que vous voyez là, tout ça, ça a été créé par l'équipe décor du film. Et ça permet de faire des plans qui sont magnifiques, qu'il y a dans le film d'ailleurs, ce genre de plan où tu peux lier l'arrivée des héros dans le village avec ensuite un petit plan sur le grand hall et ensuite tu vois le plan qui se termine avec la rivière qui passe ou le fleuve qui passe juste derrière. En fait, automatiquement, ça te fait rentrer dans l'univers du film, ça te crée une espèce de vérité qui est là. Et donc quand je dis que le film il coulait et qu'il faisait du tout droit, c'est aussi dû à son scénario parce que c'est bien écrit, c'est efficace, chaque personnage est défini, c'est pas juste des coquilles vides parce que en vrai, même s'ils sont pas énormément caractérisés, ils sont pas non plus complètement fantomatiques. On y croit quand même en fait à ces personnages-là. Et c'est ça d'ailleurs qui est fort, je trouve. Et c'est marrant parce que au-delà de ce storytelling assez classique hollywoodien dont on vous a un peu parlé déjà dans la vidéo de The Game, il a un côté un peu jeu vidéo. En fait, comme s'il y avait 4 niveaux avec un boss à la fin de chaque niveau. Et je vais pas aller plus loin pour pas trop raconter, mais ça donne une dynamique vraiment particulière au film et que je trouve hyper récompensante en tant que spectateur et qui sans doute amène aussi le fait que j'ai l'impression que le film avait duré 10 minutes. Et j'ai même pas encore parlé d'Antonio Banderas, mais avant même de parler de lui, j'ai surtout envie de parler du personnage secondaire qui s'appelle Hager, le viking proche de Banderas, tellement charismatique, il est drôle, il est important, il est intelligent, c'est lui qui parle latin, comme je vous ai dit, il amène une espèce de dynamique et un espèce de rythme et une atmosphère au film qui est tellement kiffante. Et en fait, juste ce mec-là, on l'adore pendant tout le film. Et là, j'aimerais aborder un sujet que je trouve est hyper intéressant et hyper important et montre à quel point McTiernan est loin de tous ces problèmes hollywoodiens, etc. C'est que c'est quand même un film d'action qui a un arabe en personnage principal. Ça, c'est quand même
incroyable. Et à terme, la prod voulait cacher que le personnage était arabe, ils voulaient pas qu'il parle arabe, et ils ont interdit à McTiernan d'utiliser de la musique arabe dans le film. Donc c'est dire à quel point le fait qu'il soit arabe à Hollywood reste quelque chose d'assez fou. Donc voilà pourquoi il faut regarder Le 13e guerrier, parce que le plus important, c'est pas que vous ayez aimé le film, c'est surtout que vous l'ayez vu, parce que c'est un John McTiernan qui est trop méconnu, et que si vous le connaissez, au cas où John McTiernan, entre Die Hard 1, 3, Predator, etc., vous savez à quel point ce mec est un tueur. C'est certes pas un de ses grands chefs-d'œuvre, parce qu'en même temps, ses chefs-d'œuvre sont incroyables, mais ça reste un putain de très bon film. Et en plus de ça, c'est un film qui se donne, qui a des envies, qui a des idées, mais va tellement vite, fait les choses assez bien pour t'embarquer dans une aventure et jamais te lâcher. C'est franchement une dinguerie. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère que ça vous a donné envie de voir Le 13e guerrier. En attendant, nous, on se retrouve pour je sais pas quand, parce que pour l'instant, j'ai pas d'autres films, j'ai pas tourné d'autres vidéos là, donc je sais pas. Remarque, ce sera peut-être la vidéo des films de 2021. En attendant, portez-vous bien. Banks.